Alors, bonjour tout le monde. Les midi-conférences Krilk Figura accueillent ce midi Christophe Meuret, stagiaire postdoctoral à Figura. Il est docteur en langue et lettres de l'Université catholique de Louvain en Belgique. Il a été assistant dans cette même université durant 7 ans. Il est chargé de recherche du Fonds national de la recherche scientifique en Belgique et ses recherches portent sur la théorie littéraire et la littérature contemporaine. Il travaille actuellement sur les discours et personnages prophétiques dans la littérature du 20e siècle et vient de diriger le 5e numéro de la revue en ligne Interférences littéraires consacrée aux sujets apocalyptiques. Sa présentation aujourd'hui s'intitule « Prophétie et sacrifice » à partir de Rosie Carpé de Marie Ndiaye. Merci. Bien. Rosie Carpe de Marie Ndiaye a été prix féminin en 2001 et se trouve être l'un des rares textes de l'écrivain qui ne repose pas sur un mécanisme ésotérique. Chez l'écrivain, en effet, le diable, les sorcières, les ogres, les spectres sont menées courantes. Rien de tel dans le roman de 2001, qui pourtant baigne dans une atmosphère d'étrangeté. La construction temporelle du roman y est pour beaucoup, cette construction qui est complexe, et il me semble important de rétablir pour commencer les événements dans leur chronologie, même si la narration du roman n'est pas du tout chronologique, afin de pouvoir ensuite en éclairer la configuration narrative. Alors, je résume relativement brièvement. Le personnage central, Rose-Marie Carpe, dite Rosie, fut élevée avec son frère dans l'atmosphère jaune de Brive-la-Gaillarde par un père falot et une mère castratrice obsédée par la jeunesse. Tout au long du roman, Danielle Carpe, la mère, ne cessera d'apparaître d'ailleurs de plus en plus jeune, enfantant un troisième rejeton à 50 ans, rejeton qu'elle prénommera à nouveau Rose-Marie, comme pour oublier l'autre. Cet oubli, qui n'en est pas vraiment un puisque Danielle Carpe est sans vente à qui veut bien l'entendre, cet oubli peut à lui seul résumer l'intrigue du roman. Rosie Carpe est une jeune femme continuellement abandonnée par sa famille et ses connaissances, au point de perdre tout sentiment identitaire. Même dans les cas de monologues intérieurs, Rosie Carpe se désigne souvent à la troisième personne et éprouve de très nombreuses difficultés à se reconnaître, que ce soit dans ses actions, dans ses expressions ou même dans ses reflets spéculaires. Après avoir entamé des études en vain à Paris, elle échoue au dernier échelon des employés d'une chaîne de motels à Antony. C'est là qu'elle fait la connaissance de Max, qui fera d'elle sa maîtresse, qui fera filmer leurs ébats pour quelques réseaux pornographiques obscurs et qui lui fera un enfant, Titi. Quelques années plus tard, Rosie, enceinte pour la seconde fois, de père inconnu, quitte la France métropolitaine pour gagner la Guadeloupe où vit son frère. Celui-ci a menti sur ses conditions de vie prétendument opulentes et ne vient pas la chercher à l'aéroport. Ainsi commence le roman, présentant Rosie et Titi dans l'attente désespérée de Lazare. À sa place, à la place de Lazare, vient Lagrand, l'ami et ancien collègue du frère de Rosie, qui conduit la mère et l'enfant chez les parents de la petite amie de Lazare, Anita, encore mineure et pourtant déjà mère d'une petite Jade, dont il n'est jamais précisé l'âge, mais qui a l'air déjà relativement grande. Donc je n'ose imaginer à quel âge Lazare a pu faire l'enfant à Anita. Bref. Le roman se divise en 4 parties. La première découvre Rosie et son fils arrivant en Guadeloupe, donc à l'aéroport. La seconde opère un retour sur le passé, de l'enfance de Rosie à la décision de partir. La troisième se concentre sur la journée durant laquelle Rosie abandonne Titi à une mort certaine, puis fait une fausse couche. La dernière partie se donne sous la forme d'un épilogue, 20 ans plus tard, lorsque Lagrand retrouve Titi au hasard d'une manifestation d'enseignants à Pointe-à-Pitre, ce qui lui permet de revoir tour à tour tous les Carpes, d'arracher Rosie à l'emprise de son fils et de l'épouser. On pourrait croire un happy end, mais il n'en est rien. C'est précisément sur ces 2 dernières parties, donc la 3e et la 4e, que je voudrais m'arrêter, puisque la 3e entremêle les motifs de la prophétie et du sacrifice, quand l'épilogue, qui semble résulter de la neutralisation du sacrifice par le prophète, baigne dans une atmosphère vaguement irréelle.
C'est le mécanisme par lequel fonctionne ce roman et sa configuration temporelle qui m'intéresse et qui me semble intégralement reposer sur l'emboîtement des deux motifs d'origine religieuse. Rosie Carpe est truffée de références bibliques détournées et tronquées. Rosie se présente en effet comme une immaculée conception par rapport à son deuxième enfant, donc qui est de père inconnu. Son frère se nomme Lazare, le complice de celui-ci porte le prénom d'Abel, Titi est assimilé par sa mère à l'agneau du sacrifice, etc., etc. Ces références bibliques agissent non comme une clé de lecture de l'œuvre, mais davantage comme un réseau intertextuel qui invite à une relecture des rapports de force qui se jouent aussi bien au sein du texte sacré qu'au sein du roman de Marine Ndiaye. Ainsi, le rapport entre prophétie et sacrifice, qui est patent dans le roman, n'est pratiquement jamais opéré dans les lectures exégétiques. Pourtant, ce rapport s'avère déterminant dans la construction du sens du roman. Le sacrifice est un motif récurrent chez Marine Ndiaye. Plus qu'un motif même, il peut représenter un moteur narratif, comme dans les pièces Hilda ou Les Serpents, où Hilda devient une monnaie d'échange entre son mari et son employeuse, ou bien dans Les Serpents, où les femmes et les enfants du personnage nommé 10 finissent tous par se soumettre plus ou moins volontairement à son appétit d'ogre. Dans la troisième partie de Rosie Carpe, Titi, le fils de Rosie, s'apprête à être sacrifié, tel un agneau, sur l'autel d'un bonheur tant désiré par sa mère. Je cite, « Rosie se dit « La vérité, c'est que Titi est un agneau. Il a le sort qu'on réserve aux agneaux. » Elle voyait l'enfant, pieds et mains liés par de la ficelle, blanc, l'œil vide. Elle se disait encore, évasive, « Qui fera couler le sang de mon agneau ?» L'évocation de l'agneau du sacrifice, image associée à la fois à la figure christique et à d'autres figures de la Bible, comme celle du sacrifice d'Isaac sur lequel je reviendrai, confère une intensité tout à fait effrayante au destin dans lequel s'engage Rosie, en ceci que son geste ne bénéficie pas de l'excuse du tiers transcendant, Dieu, qui dicte le sacrifice. Marcel Mauss envisage le sacrifice sous l'angle d'une communication avec une entité supérieure qui s'établit par le biais d'une victime. La désignation sacrificielle impute la responsabilité d'un désordre ou d'un désastre, responsabilité qui est réelle, supposée ou symboliquement attribuée, à un tiers, humain ou animal, dont l'élimination est censée rétablir l'ordre perturbé. René Girard, que je n'aime pas mais pour le coup il est intéressant, y ajoute une distinction qui n'est pas dénuée d'intérêt, en ceci que le tiers transcendant, avec lequel le sacrificateur entre en communication, est également trompé, puisque la victime propitiatoire est désignée en dépit de sa culpabilité réelle. Le sacrifice est simultanément un meurtre et une action très sainte, affirme René Girard. Or, Rosie perçoit le sacrifice de son enfant comme nécessaire, je cite, pour en finir avec ces sentiments-là de gêne et de honte qui la caractérisent depuis toujours, depuis le début du roman, depuis sa sortie du nid familial de Brive-la-Gaillarde. Rosie souffre d'un profond décalage avec le reste du monde. Elle est inadaptée, facilement abusée, passive et soumise, constamment dans la honte et la haine de sa propre faiblesse. Faute de reconnaissance, elle souffre infiniment jusqu'à ne plus pouvoir cerner les contours de sa propre identité, indéfiniment suspendue à ce lait parental qu'est, je cite, « la béance maussade et déviante et défiante devant les imprévus de l'existence ». De la même manière, depuis sa naissance, et peut-être même avant, puisque Titi est né sous l'œil indiscret d'une caméra filmant les ébats de Rosie et de Max, son enfant est malingre, inadapté, plongé dans un effroi permanent. Il est l'image même de tout ce que sa mère déteste en elle. Son sacrifice, par voie spéculaire, vise donc à rétablir l'ordre dans l'identité si troublée de Rosie. Mais, en l'absence de tiers transcendant, en l'absence d'une divinité à laquelle Rosie croirait, c'est-à-dire en l'absence d'une référence morale susceptible de lui faire approuver ou blâmer sa situation, c'est le texte qu'il dit, le sacrifice n'est plus qu'une reproduction avide de ce qui était légitimé par l'instance divine. Autrement dit, un simple rituel profane
dont l'objectif est purement anxiolytique. Je cite, « Elle se dit qu'elle n'aurait pu atteindre une aussi parfaite tenue d'elle-même si elle ne s'était pas délivrée de Titi, si elle n'avait pas contraint Titi à se charger de tout ce qui l'avait empêché, elle, de se mouvoir avec souplesse. Elle savait que le garçon n'y résisterait pas. » Le statut de Titi est très clairement exprimé par Rosie. Je cite, « Le pauvre Titi n'est pas mon enfant consacré. Personne ne lui a souhaité de bien. » Titi est l'envers de l'enfant à venir tel qui a été conçu quant à lui comme un messie. Je cite les termes de Rosie, « Une conception immaculée, la graine jetée par un parfait esprit un soir ou un autre de décembre, mais avant Noël, un peu avant Noël, celui-ci sera mon saint enfant. » Rosie se soucie peu finalement que le Messie des chrétiens eût été conçu bien des mois avant décembre. Seul le symbole compte, et le symbole de Noël peut bien souffrir quelque imprécision chronologique. De la même manière, Rosie se félicitera du moment où elle décide de se débarrasser de son fils aîné, puisque la troisième partie du roman se déroule en avril, plus ou moins à l'époque de Pâques, c'est-à-dire à l'époque où le Christ a lui-même été sacrifié pour le bénéfice de l'ensemble des chrétiens. Je cite, « Rosie pensa, « On est en avril et Pâques arrive bientôt, jour terrible et heureux du sacrifice de l'agneau. » Elle pensait encore, « Il attend au grand fond, le sifflement froid de la lame aiguisée. » Sa joie l'étouffait, elle respirait mal. La joie qui étreint Rosie est ostensiblement celle de la perspective de voir rétablir l'équilibre identitaire qui lui manque. Le déséquilibre, le désordre, résulte chez elle du double malheur de sa filiation. En effet, si son fils représente un échec et une honte inadmissibles, Rosie fut également rejetée par ses propres parents, devenue, une fois Rosie et son frère Lazare hors du nid de Brive-la-Gaillarde, de véritables monstres d'égoïsme. En particulier Daniel Carpe, qui dénie toute dette à l'endroit de ses enfants, qui les méprise et méprise leur descendance. Je cite, « Pourquoi tout le monde ici voulait-il la mort de Titi ? Oh, c'était bien cela. Lagrand le savait. Tout le monde souhaitait ici la mort du garçon, de ce vilain, ridicule enfant bêtement surnommé Titi, et peut-être même jusqu'à la petite Jade, qui souhaitait innocemment que Titi meure. Ce garçon aride, déprimant, comme une tache irrémédiable au revers de tout plaisir possible, de quelque espèce de goût bien légitime qu'on pourrait arriver à prendre à l'existence, et que lui, ce manquement tenace, viciait, lui, Titi, qui avait survécu en les gâtant à toutes les occasions de joie. Titi est voué au sacrifice parce qu'il contamine Rosie. En d'autres termes, le poids qui pèse sur les frêles épaules de l'enfant, venu de la détresse insondable de sa mère l'ayant elle-même hérité de ses parents, se reporte à nouveau sur Rosie, à l'image d'un cycle tragique qui serait la vie même. L'incipit du roman, et toute la première partie, présente d'ores et déjà Titi comme un mort en sursis, ou une bête destinée à l'abattage. Son état perpétuel de qui-vive n'annonce que sa propre mort programmée. L'approche du sommeil lui confère ainsi une raideur mortuaire, et il est doté d'une patience mortifère. Ses gémissements et ses plaintes sont d'ailleurs à plusieurs reprises assimilés au mugissement des bœufs promis à l'abattoir. Je cite, « Plus bas, un bœuf lança son râle. Et c'était, se dit Rosie, comme si les bœufs n'avaient jamais cessé de hurler, comme s'ils ne devaient jamais cesser de hurler. Titi mugit comme les bœufs, mais on ne l'entend pas. Moi seul l'entends meugler, et meugler de crainte intarissablement. Mais qui peut l'entendre? Qui peut savoir que cette lamentation est la substance de ces journées? » La commune plainte sépulcrale désigne Titi comme une victime propitiatoire pour satisfaire l'appétit de vie de sa mère, elle-même rendue exsangue par sa vampirique mère, qui semble pomper l'énergie et le flux vital de tous ceux qui l'entourent ou la côtoient, pour en tirer cette capacité à rajeunir qui frise le fantastique. Il y a une scène, donc il n'y a rien dans le roman qui est directement fantastique, mais il y a une scène qui est absolument extraordinaire, où un colibri vient se poser sur le pied de Daniel Carpe et tomberait de mort. À la fin du roman, la dernière fille de Daniel Carpe sera elle-même assimilée à un colibri. Or, elle doit avoir 18-19 ans et sa mère la prostitue avec des vieux débarqués à la Guadeloupe pour ce genre
commerce. Bien. La perspective du sacrifice démontre en ce sens une structure de l'ordre de l'échange. Un échange dont les lois diffèrent de la juridiction humaine, se réclamant faussement de la juridiction divine pour se rabattre en dernière analyse sur une sordide transaction interpersonnelle, presque commerciale. En termes de droit, le sacrifice de Titi pourrait être désigné comme un cas de non-assistance à personne en danger, de meurtre par défaut de prévoyance. Chétif, Titi montre d'ostensibles signes d'état grippal très avancé que ne manque pas de remarquer Lagrand, mais que feint de ne pas voir Rosie, qui préfère s'offrir une séance de cinéma. En l'occurrence, un film qui n'existe pas, un Astérix et Obélix, mais qui s'intitule « La revanche des Gaulois ». Le terme « revanche » n'est pas innocent. Et donc, elle s'offre une séance de cinéma avec ses parents, la petite amie et la fillette de son frère, plutôt que de se soucier de son enfant gravement malade et des imprécations de Lagrand qui cherche, lui, à sensibiliser l'ensemble de la famille sur, quant à l'état réel de Titi. Seul compte l'objectif du rachat, visé depuis le passé le plus reculé de l'histoire de Rosie. Je cite, « Et Rosie ne pouvait que répondre précisément et posément, consciente de son insuffisance, sachant qu'il lui fallait se racheter. C'était elle, Rosie Carpe, qui avait maintenant à témoigner de ses capacités, à implorer tacitement quelque forme indéfinie de pardon. Elle se sentait vaste, floue, sans grâce. La qualité de la grâce n'est manifestement accessible qu'à ceux qui démontrent la capacité de se racheter. Le sacrifice est en effet un principe économique par excellence, puisqu'il assure le moindre coût, une victime propitiatoire, vis-à-vis du désastre qu'il tente à racheter. La plupart des rapports humains contenus dans le roman, et en particulier au sein de la famille Carpe, se dessinent donc sous la forme de transactions commerciales. Rosie en particulier, pauvre bête sacrifiée sur l'autel des désirs de ses parents, de son frère Lazare ou de son amant Max, ou encore de la mystérieuse inconnue qui vient filmer les ébats avec Max. Je cite, c'est Rosie qui parle, « Je croyais l'avoir payé suffisamment, mais ce n'était pas assez. C'est comme ça qu'il faut que je le paie. C'est le prix de ce qu'il m'a donné. Après, je n'aurai même plus besoin de l'écouter, je l'aurai payé et nous serons quittes. » La naissance même de Titi est placée sous le signe de cette sordide transaction. Je cite, « Elle était enceinte parce que Max avait voulu l'argent de cette femme, puisque Titi est conçue pendant les ébats filmés. Voilà pourquoi elle était maintenant enceinte, à cause de Max et de cette femme qui s'était payée sur elle. » Il est vrai que Rosie elle-même n'est qu'un agneau destiné au sacrifice. Elle songera assez tôt dans le roman à se procurer une lame de rasoir pour s'ouvrir la gorge, préfigurant de cette façon la métaphore du sacrifice de Titi. Alors qu'elle se repose avec son frère chez Lagrand pendant que celui-ci emmène Titi à l'hôpital, la confusion est à son comble et Rosie ne se reconnaît plus sinon sous les traits qu'elle prête à son fils. Au moment même où le sacrifice est censément en cours, Rosie se découvre pour ce qu'elle est vraiment, la victime princeps du sacrifice. Je cite, « Elle se dit encore, quel agneau aura la gorge tranchée ?» Elle approcha son visage de la table basse au plateau de verre jaune, se regarda dedans et ne reconnut pas Rosie Carpe. Elle vit une tête de brebis aux yeux foncés, aux petites oreilles aplaties, au regard effaré et implorant. En d'autres termes, un agneau n'a de chance de survie qu'à faire porter le poids de la dette qui lui est échue sur les épaules d'un autre agneau. Et ainsi en va-t-il de la relation de Rosie et de Titi. L'espoir de se débarrasser de la dette, d'une dette qui se déplace sans cesse entre les personnages, laisse l'avenir béant. Rosie est cependant envahie par le désenchantement lorsqu'elle constate que le marchandage du rachat ne connaîtra pas de fin. Ainsi, Max connaît Rosie, il sait qu'on peut se payer sur Rosie et faire payer Rosie indéfiniment. Car la logique du rachat est une logique qui ne connaît pas de fin, reposant sur les infinies possibilités de dettes qui circulent entre les personnages. Par conséquent, les faibles n'en finissent pas de s'acquitter au bénéfice de tous les autres endettés, à moins de trouver plus faible encore. Lazare et son ami Abel, en ce sens, assassineront sauvagement un touriste sous les yeux de sa femme, femme que les deux jeunes hommes avaient investie de la fonction fantasmée de mère idéale, c'est-à-dire
la mère que Lazare n'a pas eue quelque part. La mère protectrice, la mère qui donne et non pas la mère qui prend. Ce qui pourrait sembler un crime gratuit est en réalité motivé par la circulation de la dette. De substitution en substitution. Les parents carpes, de leur côté, échappent partiellement à ce mécanisme, car au moment culminant de leur repli égoïste, ils se sont vus bénis par le dieu bourse. C'est bourse avec une majuscule. Je cite, « La bourse a été bonne pour nous comme jamais rien ni personne d'autre. » Selon Girard, deux croyances font la réalité du sacrifice. D'une part, l'efficacité des substitutions, et d'autre part, l'idée que l'on peut dissimuler au Dieu la manœuvre destinée à le tromper. Dans Rosie Carpe, les substitutions sont aussi nombreuses que les atteintes à la bonne foi dans le chef des personnages qui cherchent à se faire payer, à obtenir leur rachat. Une certaine ivresse, un certain vertige est favorable au succès de l'opération artificielle, de l'opération sacrificielle, comme le relève René Girard. Rosie apparaît en effet aux autres personnages, et en particulier à Lagrand, dans un état qui diffère profondément de son apparence coutumière au moment même où elle prend la décision de sacrifier Titi. C'est d'ailleurs la première et la seule fois où elle s'habille intégralement de rouge. Les couleurs ont une importance fondamentale dans ce roman. Ici, l'ivresse est acquérir du côté de l'ambition que sous-tend la perspective de rachat. Tout au contraire, Lagrand, lui, n'avait aucune de ses facultés de griserie, d'oubli du véritable soi-même. Ce dernier personnage, sur lequel la narration se concentre au cours de la troisième partie du roman, donc la première, la seconde partie, la focalisation narrative se concentre sur Rosie, à partir de la troisième, c'est sur Lagrand. Donc Lagrand paraît être le seul qui échappe au système du rachat et du sacrifice. Sans conteste, il appartient à un autre ordre temporel que la famille Carpe, fondé non sur le sacrifice, mais sur la prophétie et la rédemption messianique qui en dénonce la tromperie. Je cite le texte. « Et le reprenait insidieusement l'espèce d'embarras sans affection qui montait en lui toujours à la pensée du garçon, le garçon c'est Titi, qui lui venait d'une inexplicable mauvaise conscience à son endroit, comme si lui, Lagrand, avait été au courant de quelque chose qu'il aurait dû exprimer pour la défense, ou peut-être même le secours de Titi, et qu'il gardait pour lui tout aussi inexplicablement. Et pourtant il savait qu'il ne pouvait en être ainsi. Il ne voyait pas ce qu'il aurait pu faire de plus pour le garçon que ce qu'il faisait déjà de son plein gré. Dès le début de la troisième partie, Lagrand est étreint par un sentiment d'urgence qui le pousse à accélérer le transport des carpes vers la maison de Lazare. Lagrand ne sait absolument pas ce qui le meut à l'égard de l'enfant de Rosie, ni même l'objectif à atteindre. Le savoir est obscur, le dépasse, faisant naître des questions auxquelles il ne peut pas répondre. Pas plus que celles-ci ne prennent vraiment la forme de questions, en l'absence de point d'interrogation. La citation suivante, en effet, ne se termine pas par un point d'interrogation. Pourquoi, bon sang, allait-il être bientôt trop tard, ainsi qu'il le ressentait par toutes les fibres de son corps, s'il ne partait pas immédiatement vers les grands fonds? Le sentiment d'urgence est discrètement secondé par un sentiment de culpabilité anticipée. La culpabilité débordera jusqu'à faire douter Lagrand de sa propre volonté à sauver l'enfant, évoquant la possibilité que lui aussi aurait désiré, sinon la mort de Titi, du moins de le pousser au plus près du gouffre. Ce trait de la culpabilité distingue encore une fois Lagrand des autres personnages qui, comme Lazare après son propre meurtre sacrificiel, je cite, « ne se sentait coupable que d'un fait, d'un acte, pas d'une profanation, pas d'une abomination. » C'est le sentiment du sacré qui fait naître la culpabilité, alors que Lazare, Rosie, les carpes cherchent vainement à leurrer le tiers transcendant absent et à se leurrer eux-mêmes dans leur simulacre sacrificiel, dont les résultats sont hélas bien tangibles, puisque le meurtre sauvage que pratique Lazare, le type se retrouve en gros coupé en deux. La figure de Lagrand est ostensiblement prophétique, en ceci qu'elle souffre par avance du poids de la responsabilité de ce qui se prépare à advenir.
L'ami de Lazare se voit débordé par un savoir qui le dépasse et dépasse ses capacités rationnelles, même si celle-ci, rétablie par le discours de l'infirmière annonçant à Lagran que Titi est atteint de leptospirose pour avoir consommé des fruits enduits d'urine de rat, n'ont en définitive joué aucun rôle dans l'empressement de l'ami de Lazare à l'endroit du petit garçon. Je cite « Pendant tout ce temps, marmonna-t-il, j'ai su que par un certain effort de mémoire, de volonté, je pourrais retrouver ce que j'avais oublié sur les rats. Je savais qu'il était essentiel que je me le rappelle, mais c'est comme si j'avais fait exprès de refuser cet effort, justement parce qu'il s'agissait de quelque chose de vital. » Le personnage qui sauve Titi n'est pas motivé par un savoir rationnel, mais bien par une croyance qui se fonde sur l'intuition selon laquelle Rosie cherche à sacrifier Titi afin de muer le désordre chaotique de sa vie en un cosmos organisé et heureux. Je cite Jean-Pierre Dupuis, « Nous ne croyons pas ce que nous savons. Le défi qui est lancé à la prudence n'est pas le manque de connaissances sur l'inscription de la catastrophe dans l'avenir, mais le fait que cette inscription n'est pas crédible. » Ainsi que Dupuis l'indique, c'est bien le mécanisme de la croyance qui subsume celui de la rationalité. Lagran est pour cette raison un vrai prophète, puisque son intervention est dictée par une foi et non pas par une conscience rationnelle. De tous les personnages du roman, il est le seul à se montrer d'une certaine façon pieux. Il se froisse, par exemple, de la mécréance des parents Carpe qui l'obligent à venir les chercher à l'heure de la messe dominicale pour rejoindre la maison de Lazare. De là à affirmer la conviction religieuse du personnage, il y a un pas à ne pas franchir. Il faut plutôt considérer la foi de Lagran sous l'angle d'un absolu. Il croit, point. Précisément, il croit à l'envers des autres personnages, qui cherchent à se prémunir de leurs dettes en trompant un tiers transcendant qui brille par son absence, c'est-à-dire en se trompant eux-mêmes. Vers la fin du roman, peu avant l'épilogue, la voix narrative relève chez Lagran, je cite, « sa docilité aimable et sans chaleur, presque son esprit de sacrifice, secret et froid. » Lagran refuse pourtant de participer à quelque mécanisme sacrificiel que ce soit qui impliquerait tout autre chose que lui-même, aussi bien sa voiture qui lui est chère que les parents Carpe qui ne lui sont rien. Je prends cet exemple pas tout à fait au hasard, je cite « Il pouvait, oui, sacrifier son Toyota pour se sauver, les abandonner tous les quatre à la merci d'un véhicule surgi du virage à monstrueuse vitesse et les percutant de plein fouet. Il ne craignait pas de le faire, si lui aussi s'y sentait contraint. » Au registre des substitutions, Lagran a souffert d'un destin similaire à celui de Titi, puisque sa mère, folle, l'a maudit et rejeté alors qu'il n'était qu'un enfant. Mais une distinction de poids réside dans la posture de rejet. Si Rosie sacrifie Titi par égoïsme, la mère de Lagran a maudit son fils pour que celui-ci puisse vivre. Lagran appartient à cette lignée au sein de laquelle on croit, cette lignée au sein de laquelle le sacrifice de soi a un sens, cette lignée au sein de laquelle l'on prend sur soi plutôt que de rejeter la faute sur un tiers. Ainsi réalise-t-il à quel point le geste de malédiction de sa mère était dicté par le renoncement au sacrifice au moment même où il sauve Titi. Je cite, « Depuis une vingtaine d'années, sa mère vivait chez les fous pour n'avoir pas voulu peut-être risquer de lui causer le plus grand mal. Elle s'était écartée de lui comme étant elle-même le danger à écarter de lui. Voilà qui était possible. Rosie Carpe patientait, elle, et ainsi guettait-elle la mort tant souhaitée de son garçon, apaisée maintenant qu'elle la sentait proche, à présent qu'elle avait réussi à conduire l'enfant au plus près de sa fin. Elle ne fuirait pas loin de Titi pour le protéger d'elle, certes pas résolue à ce genre de sacrifice ou d'aveu de sa propre haine exorbitante. Plus qu'un simple prophète qui annonce l'avenir, Lagran s'apprête, en tentant d'empêcher la réalisation de sa propre prédiction, à devenir le protecteur de l'enfant, presque un père. Il y a d'ailleurs une magnifique, je ne rentre pas dans les détails, mais il y a une magnifique chose à faire. C'est la description comparée du portrait de Lagran et de toutes les métaphores qui lui sont associées, et du père génétique de Titi. C'est quelque chose d'assez assez surprenant.
pour ne prendre qu'un seul tout petit exemple, Max, donc le père de Titi, est comparé à un renard, alors que Lagrand est sans cesse vu comme ayant une batterie d'oiseaux qui bat sous son t-shirt blanc. Bref, c'est assez formidable. À propos du père inconnu de sa prétendue Immaculée Conception, Rosie s'interrogera même dès sa rencontre avec avec l'ami guadeloupéen de son frère. Je cite, « Et pourquoi pas Lagrand puisque ce n'est personne ?» Aussi bien Rosie l'imagine-t-elle en père de l'Immaculée Conception, aussi bien Lagrand vient en lieu et place du père absent de Titi, jusqu'à partager avec lui les funestes prémonitions qui les étreignent à propos du devenir de l'enfant. Dès l'incipit du roman, en effet, Rosie pense à son jeune garçon, sans aucun mot d'explication, en termes de « petit augure détraqué ». Les qualités de Lagrand, maintes fois évoquées, le rangent automatiquement du côté de la sainteté et ou du messianique. Girard émet l'hypothèse selon laquelle la religion chrétienne va tout à fait à l'encontre de la logique sacrificielle qui prévaut dans d'autres cultures religieuses. Je le cite, « Jésus accepte de mourir pour révéler le mensonge des sacrifices sanglants et les rendre impossibles désormais. C'est à partir de ce renversement qu'il faut interpréter la notion chrétienne de rédemption. » La structure des relations unissant les personnages dans Rosie Carpe donne en quelque sorte confirmation de cette hypothèse. L'assentiment tacite de Titi à son propre sacrifice, en dépit de sa crainte et de ses plaintes, opère comme une dénonciation de la cruauté du mécanisme illusoire du rachat qui paraît prévaloir au sein de la famille Carpe. C'est la raison pour laquelle Lagrand devient le père de substitution de Titi. Au rachat de sens rituel, aussi bien que commercial, se substitue la rédemption qui ne laisse pas de rappeler le sacrifice d'Isaac organisé par Abraham, qui se termine sur une intervention divine autorisant la substitution du fils par le bouc émissaire. Opération rituelle qui déjoue la valeur meurtrière du sacrifice sans lui ôter sa sainte ou sa saine qualité de rédemption. D'ailleurs, Lagrand donne sans chercher la moindre contrepartie. Je cite, « J'aime rendre à Lazare des services tels qu'il ne pourra jamais en faire autant pour moi. » On se croirait dans l'évangile à certaines déclarations de Lagrand. Il s'exclut ainsi du mécanisme économique du rachat et du sacrifice. Je cite, « Pour moi, se disait Lagrand, la souffrance crue, la compassion intolérable, pour eux, les minables tactiques, les petits calculs pour tenter d'échapper. » Point de suspension. La pensée de Lagrand dans laquelle il évalue la distance entre la rédemption et le rachat, entre le sublime de la gratuité de ses propres actions et la mesquinerie de la feinte des actions des Carpes, ne peut trouver sa voie d'expression et demeure inachevée dans les points de suspension. Cependant, ces points de suspension défrichent, d'une certaine manière, la démystification du mécanisme de rachat. Mais son absence intrinsèque de légitimité lui ôte jusqu'à la possibilité d'être explicite. Le prophète messianique démystifie et se sacrifie lui-même tout à la fois. La prophétie est un avertissement concernant un sacrifice ultime, une forme d'apocalypse, la fin d'un monde et l'annonce d'un monde neuf. Je cite, « Rosie, murmura-t-il, oh Rosie, retenez ce qui doit arriver, faites que je sois là avant, faites patienter encore ce qui doit arriver. » Ce qui doit arriver. Le futur est donc parfaitement déterminé à l'avance, comme en témoignent les nombreuses formes de préfiguration de la mort de Titi, qui pourtant n'aura pas lieu. Il en va ainsi du sang de l'enfant qui coule abondamment sous l'effet de la chaleur. Je cite encore, « Le sang coule de son nez à gros débit, et le garçon ne dit rien, si bien qu'on s'en aperçoit quand par hasard on pose les yeux sur lui, et il est alors maculé comme si on venait de l'égorger. » Bon Dieu, se répétait-il obscurément inquiet, il s'agit de Lagrand, qu'aurait-il dû faire et qu'il n'avait pas fait. En ceci, la prophétie de Lagrand constitue une forme intime de prophétie apocalyptique, puisqu'elle révèle la possible fin et le possible renouveau, qui cependant n'auront pas lieu tels qu'ils sont imaginés respectivement par Rosie et Lagrand.
le Guadeloupéen se prépare, dans cette perspective, à instaurer une nouvelle forme de temporalité, rompant la détermination de la flèche du temps, qui normalement aurait dû conduire au sacrifice de Titi, et littéralement, l'épilogue mettra cette nouvelle forme de temporalité en œuvre. L'avertissement en lui-même nécessite une actualisation pour être pleinement reconnu en tant que prophétie. Cependant, dans le cas messianique, le procès d'actualisation ou de véridication diffère de la prophétie classique. Le prophète peut laisser advenir ce qui de toute manière sera par décret divin, soit se substituer lui-même à la victime propitiatoire et ainsi empêcher le sacrifice par son propre sacrifice. C'est le cas de Jésus-Christ dans la tradition chrétienne. Se rejoue alors, sur un mode inversé, la trahison du reniement du Christ par saint Pierre, puisque, arrivé à l'hôpital, Lagran se verra par 3 fois demander s'il est le père de Titi, alors que Titi est blanc et même blanc maladif, et Lagran est noir. Et par 3 fois, il proférera un mensonge qui s'avère, en dernière analyse, être une vérité. Je suis le père et le seul père. Cette prise en charge de la victime propitiatoire provoque une nouvelle hallucination, précisément à ce moment-là, au moment où il fait l'inverse du triple reniement, dans laquelle Lagran se voit lui-même ensanglanté sous les coups imaginaires de l'infirmière, qui lui apprend ou lui remémore la maladie dont souffre le fils de Rosie, à savoir la leptospirose. Lagran, je cite, était responsable de tout ce qui arrivait de mauvais à l'enfant, comme s'il était infecté et corrompu par ce mal illicite qui tuait Titi. De la même façon qu'il se sentait coupable de ce qui allait se produire avec les deux vieux, c'est-à-dire les 2 touristes dont l'un des 2 a été sacrifié, de ce qui s'était déjà produit. Donc, je répète la fin de la phrase qui a son importance. De la même façon qu'il se sentait coupable de ce qui allait se produire avec les 2 vieux, de ce qui s'était déjà produit. Le renversement temporel est étonnant, puisque donc Lagran a appris par la confession de Lazare, juste avant de conduire Titi à l'hôpital, que Lazare avait tué ce touriste dans la forêt. Plus Lagran accepte sa qualité de rédempteur, plus les temps incompossibles deviennent compossibles, comme si le meurtre de Lazare et d'Abel devenait antérieur à la tentative sacrificielle sur la personne de Titi. Outre le malheur de Titi, Lagran endosse le crime commun de Lazare et d'Abel, qui lui a été confié par le frère de Rosie, donc durant cette même après-midi. Je cite, il s'agit de la scène qui suit directement le moment où Lazare a fait sa confidence à Lagran et qui précède directement donc la prise en charge de Titi par Lagran. Quand il revint à la maison de Lazare, l'étouffante pesanteur du silence qui régnait partout alentour lui donna l'impression que tout le monde était mort. Était-il possible que le sentiment éprouvé d'avoir fait sien le méfait de Lazare, au point d'en ressentir terreur et confusion, ait eu sa source véritable ici, dans quelque chose qu'il aurait commis effectivement, lui, Lagran, avant de traverser la route tout à l'heure. Lagran réinvestit la faute de Lazare dans la possibilité d'empêcher le sacrifice de Titi, et se retrouve avec entre ses mains, à ce moment précis, la possibilité d'anéantir, de manière purement fantasmatique j'en conviens, l'ensemble de la famille Carpe, de mettre un terme à l'ascension du procès sacrificiel et d'annuler ainsi le monde pour lui offrir une nouvelle fin. Je cite de nouveau, « Ils sont partis », se dit-il stupéfait, mais y avait-il une raison plausible de trouver plus extraordinaire leur départ que leur mort à tous, de trouver soudain plus terrible et inquiétant de ne pas les voir que d'avoir imaginé les découvrir privés de vie, par sa faute à lui, par sa main et sa volonté. Aux substitutions de filiation s'ajoute donc la substitution de temps incompossibles, comme le passé, le futur, ou même toute une série de temps irréels, comme celui dans lequel Lagran projette un meurtre qui n'a pas eu lieu, en quelque sorte. Marine Diaye détourne les figures de la prophétie et du sacrifice au profit d'une impossible réparation qui détermine toute la structure temporelle du roman.
Toutefois, l'opération de sauvetage de Lagran vient d'un seul tenant mettre en faillite les deux catégories occidentales au moyen desquelles l'avenir est censément préservé, prophétie et sacrifice. Il me semble que c'est la principale caractéristique qui rejoint les deux catégories, c'est la préservation de l'avenir. L'acte de Lagran déjoue aussi bien le sacrifice de Titi que sa propre prophétie. La valeur temporelle du sacrifice, qui est censée réparer une dette du passé, et la valeur temporelle de la prophétie, censée, elle, conférer la connaissance anticipée de l'avenir, s'annulent mutuellement. Cette annulation nous ramène à la valeur indéterminée et donc angoissante du présent. Reste à savoir alors ce qui, des possibles et de la réalité, demeure en définitive au terme du roman. Le rachat est une réparation tournée vers le passé qui continue à être actualisée. La rancune projette le passé dans le présent et dans l'avenir. Il est dès lors logique que le roman se construise autour de la gigantesque analepse que constitue la deuxième partie, puisqu'elle permet de comprendre la direction temporelle que suivent les personnages, et en particulier la famille Carpe. Le passé devient, par la perspective de la vengeance, du rachat et du sacrifice, le seul avenir possible. La démarche de Lagran, sur lequel se focalise la voie narrative dans la troisième partie, vient interférer avec cette configuration temporelle particulière, en réintroduisant la possibilité d'un avenir autre, détaché du passé, ou du moins délesté de son poids, le poids qui entraîne le procès du rachat et donc le sacrifice. L'allure à la fois prophétique et messianique des actes de Lagran, portée par le souci de ce qui n'est pas encore, infléchit le devenir jusqu'à le plonger dans une aporie manifeste. Lagran lui-même ne retrouve aucun repère dans cette fiction de l'avenir que propose l'épilogue de la quatrième partie, ce sur quoi je vais terminer. La rédemption n'est plus qu'une fiction en face des dettes concrètes qui transitent et continuent de transiter entre les personnages. Je vais donc conclure, c'est une conclusion un tout petit peu longue. C'est un petit peu long, mais pas grave. Un petit peu long, c'est 2 pages, donc 4 minutes. Donc, je conclus sur l'épilogue. 19 ans plus tard, Titi semble avoir été sauvé du sacrifice auquel le promettait sa mère par l'action prophétique de Lagran. Lui qui avait revêtu les atours d'un messie supposé sauver, sinon l'ensemble de la famille Carpe, du moins ses jeunes générations, Lazare, Rosie, Titi, il ressurgit dans l'épilogue sous une forme amoindrie, désappointée, presque désaffectée. S'ouvre alors dans l'épilogue un futur totalement inactuel. Si l'on ne peut dénier une certaine dose d'effet de réel, celui-ci est manifestement contrebattu par un effet d'irréel. Ainsi, dès la rencontre de Lagran avec Titi défilant dans une manifestation d'enseignants, il semble se produire un décalage du point de vue logique. En effet, quand le premier reconnaît le second, la narration précise, je cite, « En réalité, ses yeux se posèrent sur un jeune homme de petite taille, et parce qu'il sentit son estomac se contracter brusquement devant cet homme quelconque, il comprit, un peu après que son corps l'avait su, qu'il le connaissait et que ce ne pouvait être que Titi. » La locution adverbiale « en réalité », adjointe à la dissociation des savoirs du corps et de l'esprit, laisse planer le doute sur les capacités cognitives de Lagran. Et ça va ne cesser de continuer durant tout le long de l'épilogue. Subitement, il n'y a même pas de passage de blanc entre 2 paragraphes, on est projeté avec Lagran 2 jours plus tard dans la voiture de Titi. Il appert d'emblée que les repères temporels ont changé, comme si le Guadeloupéen explorait un futur possible. Je cite, « Lui-même, Lagran, qu'était-il à présent ? Il lui sembla vivre un moment du futur comme une proposition de ce qui pourrait être, ou de ce qui aurait pu être, mais sans conséquence ni réalité. La sensation du passage du temps est également complètement remise en cause. Je cite, « Il est impossible que je sois aussi jeune que j'ai l'impression de l'être. » C'est ce que Lagran pense au moment où il apprend la mort de Francis Carpe, le père de Rosie.
De même, il s'avérera inapte à déterminer le nombre d'enfants de Titi. Ça peut être 3, 4, 5, et à un moment, ils sont même innombrables. La démarche de Rosie, qu'il retrouve dans la maison de Titi, lui semble peu naturelle. La peau de Rosie, impossiblement grisâtre. Je cite le texte, « Elle avait beaucoup grossi. Lagran pensa au corps plat de Renée, et Renée lui apparaissait de plus en plus étrangère, et douteuse la réalité des 19 années pendant lesquelles il avait censément côtoyé Renée et non Rosie exactement. Lagran a en effet épousé Renée, sa voisine, qui disparaîtra aussi furtivement que son regard pesait lourd sur les épaules de Lagran au début de l'épilogue. Par une substitution presque irréaliste, le retour de Rosie dans la vie de Lagran évince Renée, qui s'efface sans demander son reste. Lagran semble presque nager en eau onirique. Par conséquent, le sentiment d'étrangeté émane du décalage entre ce qui était sûr d'advenir et ce qui est advenu en réalité, ou plutôt au sein de la réalité déployée par le texte. La rédemption semble alors réduite à un caprice de la mémoire, à un souvenir mensonger, et la faculté de croire du personnage, qui était essentielle comme je l'ai montré tout à l'heure, s'en trouve amoindrie d'autant. Je cite, « La voix un peu docte et raisonneuse de Titi lui parut venir d'une autre saison, d'une époque qui ne pouvait être déjà, lui Lagran, en train de vivre actuellement. Mais ce n'est pas cela. La vérité est ailleurs, se dit-il. Il le voyait bien, que Titi ne fut pas mort alors que Rosie avait souhaité sa mort si profondément. Une obscure réticence dans la volonté de Lagran l'empêchait d'y croire, en dépit du fait qu'il le constatait et même s'en réjouissait. L'écho de la rédemption résonne obscurément dans l'ensemble de la dernière portion du roman, lorsque les retrouvailles de Lagran et de Rosie, 20 ans après, sont entachées par une mystérieuse loi propre à la maison de Titi, selon laquelle personne ne peut toucher Rosie. Comme le suggère Dominique Rabatet, qui a travaillé précisément là-dessus, réduite au rang d'intouchable, Rosie continue pourtant de vivre chez son fils, comme si la seule façon de faire payer la faute et la dette était encore de ne jamais s'en soulager. Autrement dit, comme si la translation sacrificielle qui avait eu cours entre Titi et l'enfant à naître, qui a fini en fausse couche, avait condamné Rosie à ce statut d'intouchable parce que la dette demeurait. Il faut savoir qu'au moment où elle fait sa fausse couche, elle est avec son frère Lazare, et justement, son frère Lazare se trouve dans l'impossibilité totale de pouvoir la toucher à ce moment-là, alors qu'elle a vraiment besoin d'aide. Je vais terminer ici. Qui, dès lors, vit dans le mensonge et le fantasme? La famille Carpe, vouée à ses tromperies sacrificielles et à ses transactions sordides, ou bien Lagran et son destin messianique? La question lancinante que Lagran se pose durant tout l'épilogue, « Où sont mes enfants? Où est ma famille ?» battue en brèche par la scansion tout aussi régulière de l'interdiction de toucher Rosie Carpe, trouve sa réponse dans la dernière réplique de Danielle Carpe, donc la mère, que Lagran va trouver après son mariage avec Rosie. Elle lui dit « Nous sommes votre nouvelle famille ». Mais cette injonction d'accueil est aussi ternie par une confidence de la mère Carpe qui s'avoue hantée par, et ce sont les derniers mots du texte, la tête décollée de Francis Carpe, son premier mari, qui la regarde d'un air plein de rancune. La réalité de bon sens dont avait fait preuve Lagran durant tout le roman s'incline désormais devant la monstruosité fantastique des illusions de rachat produites par la rancune. Il est vrai que la rancune est tenace et qu'à cela ne tient